Et nous poursuivons avec ce premier invité du jour, François Asselineau. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, et je vous félicite pour votre nouveau studio que je découvre et qui est magnifique. On espère qu'il vous plaît. C'est joli comme tout. Voilà. C'était fait pour contenter les invités et les auditeurs, et puis nous aussi au passage, donc on est ravis que ça vous plaise. On vous a invité, donc non pas pour parler du studio, même si ça serait bien plus agréable, mais pour parler de François Bayrou, qui se retrouve sur la sellette avec cette nouvelle crise politique qui va agiter la France. François Bayrou qui va se soumettre à un vote de confiance dans quelques jours. Est-ce que vous pourriez commencer, François Asselineau, par nous dire comment vous seriez positionné sur ce vote de confiance? Quelle est selon vous la meilleure stratégie? Alors ça, moi je pense qu'il faut être conforme à ce que pense l'opinion publique. L'opinion publique française ne supporte plus le président de la République. Donc il faudrait, à mon avis, contraindre par tous les moyens Macron à présenter sa démission ou à être chassé de l'Élysée d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la destitution. Donc de ce point de vue-là, censurer Bayrou me paraît une bonne chose, mais avec évidemment comme conséquence d'entraîner la France dans une crise politique alors que nous sommes déjà dans une crise financière. Mais plutôt que de vous dire ce que moi je ferais, parce que là on est dans le domaine de l'hypothèse, moi je pense que ce qui serait bien, c'est déjà d'essayer de comprendre ce qu'a fait Bayrou. Parce que je trouve que ça n'est pas suffisamment bien écrit, bien précisé. Il a cherché François Bayrou, c'est pas un poussin de la veille. C'est quelqu'un qui hante les palais nationaux depuis des décennies, qui a été décrit largement comme quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers, et il a d'ailleurs laissé derrière lui une trace d'absence de décision, de mauvaise décision. Enfin, on n'a jamais eu à se flatter, à se féliciter de la gestion de Bayrou dans quelques ministères, que ce soit en particulier quand il est passé à l'Éducation nationale. Mais il a un génie, Bayrou, c'est toujours de retomber sur ses pieds, de placer ses gens. C'est un homme de réseau, c'est un homme qui ne vise que le fond de la pensée de Bayrou, c'est qu'il est bayrouiste. Voilà, il est pour Bayrou. Et donc, je pense que s'il a pris cette décision, c'est pas comme ça en l'air. Il l'a fait à mon avis, dans une posture, si on y réfléchit bien, qui est, je pense, très anti-Macron. Voilà. Parce que je pense que vivre avec Macron, être le Premier ministre de Macron, c'est vivre l'enfer sur Terre. On a vu d'ailleurs comment Macron a épuisé tous les premiers ministres précédents, comment plusieurs d'entre eux voulaient absolument s'en aller. Rappelez-vous, c'était Castex qui voulait s'en aller, s'en aller, s'en aller. Macron l'a maintenu quasiment forcé. Macron a eu les pires difficultés à trouver un successeur à Édouard Philippe. Rappelez-vous, c'est Castex qui avait été le nom avait été donné par Sarkozy. Pour le successeur de Gabriel Attal, il a mis plus de 2 mois et demi à trouver Barnier, enfin, etc., etc. Et donc, je pense qu'il est très difficile de travailler sous les ordres de Macron, qui prend des décisions intempestives, qui intervient sur tel ou tel département ministériel. Les ministres découvrent des décisions annoncées par le président de la République. Et en plus de ça, comme ça ne marche pas, Macron, c'est quelqu'un qui rejette toujours la faute sur les autres. Donc ça doit être très pénible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là, les événements qui arrivent sont catastrophiques. Il va y avoir les agences de notation américaines qui vont tirer de nouveau la sonnette d'alarme sur l'évolution de la dette publique française, qui a encore augmenté considérablement. Le plan Bayrou de réduction des dépenses est un plan très insuffisant, même si il va y avoir des coupes sombres ici ou là, mais c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait. Pour commencer à réduire la dette, il faudrait donc dégager un excédent primaire, c'est-à-dire faire non pas des économies de 45 milliards d'euros, mais de 140 milliards d'euros. Et donc, Bayrou est confronté à l'arrivée de ces décisions des agents de notation. Il y a par ailleurs l'affaire du 10 septembre, on ne sait pas comment ça va tourner, donc ces mobilisations dont on ne sait pas très bien qui sont les organisateurs. Et il y a également toutes les séquences au niveau international. Est-ce que Macron a pris une position de va-t-en-guerre contre la Russie sur l'affaire, les relations se sont tendues à l'extrême entre la France et Israël récemment. Donc, le sujet international n'est pas un sujet sur lequel Bayrou est compétent. Enfin, il est encore moins compétent là-dessus que sur le reste. Il se sent mal à l'aise. Donc, je pense que Bayrou a dû se dire « je vais faire ça, et puis ça passe ou ça casse ». Parce qu'il pouvait ne pas le faire. Il pouvait très bien présenter son budget, faire adopter le budget avec la procédure du 49.3, et puis c'était tout. Il a donc choisi volontairement une procédure très dangereuse pour lui.
Et comme je le dis, ça passe ou ça casse. Si ça casse, eh ben, il s'en va. Et avec une retraite, une belle retraite. Il est grand croix de l'Ordre national du mérite, puisqu'il a été plus de 6 mois Premier ministre. Il claque la porte parce qu'il en a ras-le-bol d'être avec le fou furieux qui est à l'Élysée. Et puis voilà, il tire sa révérence et puis se réfugie sur sa mairie de Pau. Et je pense qu'il le fera avec un certain soulagement. Regardez comment sont partis de Matignon tous les prédécesseurs des premiers ministres de Macron. Et puis, n'oubliez pas aussi que ça peut passer. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça grenouille. Vous y croyez ? Je pense que ça grenouille. Vous avez vu les déclarations de M. Boris Vallaud, le président du groupe PS, qui a dit qu'il ne voulait pas de dissolution ni de démission de Macron. Il semble que, moi je fais confiance, si j'ose dire, à Bayrou pour magouiller. Donc il n'est pas exclu. Ça va de toute façon se jouer à quelques voix près, probablement. Il n'est pas exclu qu'il y ait du débauchage individuel au PS, ici ou là. Et je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Actuellement, arithmétiquement, il est battu. Mais on ne sait pas. Et si d'aventure, il arrivait à avoir la confiance, alors là, ça serait vraiment une pierre dans le jardin de Macron. Parce qu'il pourrait se tourner vers Macron en lui disant Museau, hein, moi j'ai eu la confiance du Parlement, vous avez 85% des Français qui ne peuvent plus vous supporter. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. D'ailleurs, la réaction, vous avez vu qu'il y a eu un certain délai de Macron pour réagir. Voilà. Et puis on a appris hier que l'Élysée approuve totalement, soutient totalement Bayrou. Or, comme je pense qu'une des clés de compréhension de la psychologie de Macron, c'est qu'il dit exactement le contraire de ce qu'il pense dans tous les domaines, en fait, je pense qu'il est assez furax de cette affaire parce qu'il se rend bien compte que si Bayrou a la confiance à la surprise générale, il aura acquis une surface politique qui fera que Macron pourra moins facilement lui donner des instructions. Je citais hier, j'ai fait un direct sur UPR TV hier soir, je rappelais, c'est une anecdote qui parlera peut-être aux personnes qui ont plus de 60 ans qui nous écoutent, c'était en 1900 je crois, ça devait être en 1972, Pompidou avait décidé de se débarrasser de Chaban-Delmas, son Premier ministre, qui en faisait beaucoup, qui empiétait sur les prérogatives du président de la République, qui était devenu un peu incontrôlable. Et Pompidou avait signifié à Chaban-Delmas qu'il comptait le remplacer. Or, Chaban-Delmas avait, à ce moment-là, demandé la confiance du Parlement, de l'Assemblée nationale, qu'il avait eu d'ailleurs, parce que personne ne savait, en fait, que Pompidou voulait le départ de Chaban. Et donc, il avait eu la confiance, et Pompidou avait été encore plus furieux, encore plus déterminé à chasser Chaban-Delmas, ce qu'il avait fait 15 jours après. Donc, Chaban-Delmas avait obtenu la confiance de l'Assemblée nationale, et 15 jours après, Pompidou nommait Pierre Messmer comme Premier ministre, ce qui avait fait quand même jaser beaucoup à l'époque, parce que c'était quand même considéré comme un pied de nez fait au Parlement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, et je pense que Bayrou, qui est un vieux crocodile politique, qui a certainement cette anecdote politique à l'esprit, il a pu se dire qu'il allait avoir avec cette affaire, encore une fois, soit ça casse, il s'en va, très bien, il tire sa révérence, il échappe d'une situation épouvantable, soit il gagne, et à ce moment-là, il a un poids vis-à-vis de Macron qui permet de faire prévaloir un peu ses opinions et que Macron se dégage. Parce que Macron, ce que devrait faire Macron, c'est se taire, en fait. Oui. Il devrait dégager. Voilà. On va recevoir Alexandre Jardin dans quelques instants, qui, à mon avis, sera d'accord avec cette dernière phrase. François Asselineau, vous avez évoqué cette situation dramatique dans laquelle se trouve la France, alors sur bien des plans, mais sur le plan économique d'abord. Effectivement, on recevait Guillaume Bernard en début de semaine qui nous expliquait que le plan de François Bayrou, c'était aussi effectivement probablement de s'échapper de cette situation qui devient de plus en plus difficile, voire impossible à gérer. En réalité, si demain nous perdons François Bayrou comme Premier ministre, les Français, la France et surtout nos politiciens sont-ils réellement prêts à assumer la crise qui va s'en suivre avec une nouvelle nomination, peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors c'est là où toutes les conjectures sont ouvertes. Moi je pense que Macron, déjà une chose qui est certaine, c'est que Macron il refusera jusqu'au bout de démissionner. Voilà, il ne pourrait démissionner que si on lui mettait un pistolet sur la tempe. Donc il fera tout pour rester, et donc
il va essayer de nommer un nouveau Premier ministre, je pense. Et de ce point de vue-là, vous avez vu qu'il y a déjà des gens qui ont fait des offres de services. J'ai vu que M. Charles de Courson a dit qu'il était prêt à envisager qu'on l'appelle à Matignon. Il y a Retailleau, on dit beaucoup dans les allées du pouvoir que Retailleau pourrait être nommé Premier ministre, ce qui serait assez habile, parce que le Rassemblement national serait un peu mal à l'aise pour refuser d'abord, Retailleau ne demanderait pas la confiance, il ferait du 49-3, et je pense que le Rassemblement national serait mal à l'aise pour censurer Retailleau alors qu'il n'a pas censuré Bayrou. Et Retailleau pourrait y trouver convenance parce qu'il deviendrait Premier ministre, il aborderait l'élection de 2027 en force. Voilà. Donc ça me paraît une hypothèse qui n'est pas totalement exclue. Maintenant, il peut y avoir aussi le sentiment dans l'opinion publique qu'il y en a marre de tous ces premiers ministres qui en fait sont sans pouvoir et que le vrai problème c'est Macron. C'est pour ça que la logique politique, tout le monde convient que ça devrait être une dissolution. Macron a de nouveau retrouvé le pouvoir de la dissoudre, puisque ça fait plus d'1 an qu'il avait dissous en 2024. Donc il y a ce délai de 1 an prévu par la Constitution. Mais on sait que si dissolution il y aura plus le phénomène de castor du deuxième tour, avec faire barrage au RN, puisque entre-temps, LFI est désormais devenu sur la scène politique française, avec notamment les médias qui ont contribué à cette situation et puis le positionnement de LFI lui-même. LFI est devenu maintenant le parti islamiste, antisémite, etc. Ça empêcherait un barrage, selon vous. Voilà, oui, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas les appels. Par exemple, Attal n'appellera pas à voter pour LFI, ça c'est impossible. Donc la droite française ou la Macronie n'appellera pas à voter pour LFI. Et à la limite, le RN maintenant apparaît comme un parti beaucoup plus raisonnable. D'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui sépare Bardella de Macron? 20 ans, c'est tout. C'est tout. Parce qu'à part, c'est un clone, y compris politiquement. Vous avez vu que Bardella est allé déjeuner au Parlement européen avec Zelensky, soutient l'Ukraine. Le Bardella, il est pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN. Enfin, il est très très mainstream, en fait. Donc, il n'est pas exclu que on ait vous avez peut-être vu certaines estimations, certaines anticipations en cas de dissolution qui donnerait le RN passant de 126 députés à 200, 220. Alors c'est très difficile à prévoir parce qu'un pouillème de points fait bouger parfois 20 ou 30 députés avec le système d'élection au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Mais enfin, si le RN passait de 126 députés à 200 députés, il n'aurait pas la majorité, mais il serait difficile de ne pas nommer Bardella comme Premier ministre. Alors ça poserait une question de savoir quels seraient ses soutiens majoritaires. Et donc on a de toute façon une situation d'instabilité qui ne pourra être en définitive réglée que avec la démission de Macron. Et puis, il y a des événements exogènes que j'évoquais tout à l'heure, et notamment les décisions des agences de notation américaines. Les premières qui vont arriver, c'est Fitch Ratings, ensuite il y aura Moody's, puis il y aura Standard & Poor's. Et je rappelle que si on est encore dégradé, on risque d'avoir un vrai problème de financement des déficits publics français. Peut-être même, vous avez vu qu'en ce moment, les taux d'intérêt se tendent d'ailleurs sur les obligations assimilables du Trésor français. Le spread, comme on dit, c'est la différence entre le taux français et le taux allemand, est reparti très violemment à la hausse, ce qui est très très mauvais signe. Et donc, si ça continue comme ça, on finira par ne pas échapper à une situation à la grecque, c'est-à-dire à une mise sous tutelle du Fonds monétaire international. Alors je vois des choses qui, moi, me révoltent personnellement, intérieurement. Je vois par exemple que M. Édouard Philippe est là, il est interviewé dans les radios en disant que la situation financière est très très mauvaise, mais il en est le principal responsable, Édouard Philippe, avec Macron. C'est sous Édouard Philippe qu'on a eu une augmentation de 1 000 milliards d'euros de la dette. Eh bien, ce sont ces gens qui sont des naufrageurs de la France, qui ont encore accès aux grands médias, alors que quelqu'un comme moi est totalement bloqué et barré des médias, alors que depuis... Vous avez accès à la ligne droite. Oui, on a accès bien sûr à vous, mais je veux dire, les grands médias, les médias mainstream comme on dit, continuent à donner la parole à des gens qui ont tout raté. C'est absolument scandaleux. On verra bien ce que la suite nous réserve. François Asselineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous confier votre point de vue sur cette nouvelle crise politique. On ne manquera pas de vous réinviter pour commenter les résultats de ce vote de confiance. Excellente journée et à très bientôt. Merci de m'avoir invité.